C'est l'heure de vérité pour les agriculteurs. Alors que les mesurettes proposées par l'État n'a convaincu personne, enfin presque personne, les agriculteurs ont décidé de monter sur Paris, suivi ensuite des annonces des syndicats FNSEA et JA de bloquer la capitale à partir de 14 h ce lundi. Clairement, les 3 bottes de paille d'Attal n'ont pas calmé la colère. Ce qui fait que ça va être très chaud à partir de demain, et il y a de quoi. Mais il faut aussi comprendre une autre chose dans la situation, c'est que les agriculteurs sont divisés en réalité en 2 classes distinctes, d'un côté les seigneurs agricoles et de l'autre les paysans exploités. Et c'est absolument décisif de comprendre ça. Déjà, commençons avec l'agro-business, c'est un quasi-monopole. 1,4% des entreprises raflent 80% du chiffre d'affaires total de l'agro-business et 75% des salariés. Des entreprises dirigées par des dirigeants syndicaux de la FNSEA, mais aussi présents à la SAFER, dans les chambres d'agriculture, dans le crédit agricole, dans le gouvernement, etc. Et c'est dans ces quasi-monopoles-là que se trouve le piège pour les agriculteurs. Au fil des décennies, les agriculteurs, par un jeu de concurrence et de subventions, ont été contraints d'augmenter encore et encore leur production au point d'être dépendants d'intermédiaires pour écouler cette production. Ce qui fait que des centaines de milliers d'exploitations sont devenues dépendantes de quelques entreprises d'agro-business qui sont les seules qui peuvent racheter, transformer et distribuer leur production, ce qui fait qu'il y a un énorme rapport de domination entre l'agro-business et les agriculteurs. Les monopoles de l'agro-business imposent alors leur prix aux agriculteurs qui, eux, doivent rembourser la banque, donc ils acceptent, et bien sûr en travaillant 90 heures par semaine. Ce qui fait que quasi toute la valeur produite par les agriculteurs est captée par l'agro-business. Leur monopole des outils de transformation leur permettent d'embaucher d'énormes marges et de revendre à prix fort leurs marchandises aux consommateurs via les grandes surfaces. C'est ce qu'on appelle du racket organisé dont sont coupables les intermédiaires qui sont dirigés par la seigneurie agricole. Et se rajoute à ça aussi le business de l'exportation des denrées agricoles et agroalimentaires. En 2023, la valeur exportée de France a augmenté de 20%, totalisant 84 milliards d'euros, partagés donc entre les propriétaires d'immenses exploitations de céréales et de vin, mais aussi avec l'agro-business et les gestionnaires de ports. Tout ça, en réalité, ce sont les mêmes personnes, la même seigneurie agricole organisée en mafia, dont fait partie la FNSEA. Un gain à l'exportation qui va encore augmenter avec le nombre de traités de libre-échange qui ont déjà été signés ou qui vont être signés, comme avec la Nouvelle-Zélande récemment. Puisque ces oligopoles du syndicat sont sur tous les continents. Alors quand on vous dit, c'est de la démagogie, on ne veut pas importer de la viande du Brésil, elle est nourrie par la société du groupe Avril ou Ernaud Rousseau. Quand on dit la Nouvelle-Zélande, c'est un faux débat, ils sont installés en Nouvelle-Zélande, ils ont une compagnie aérienne qui vend du vin. Et ils vendent des aliments là-bas, du bétail, le groupe Avril. Donc si vous voulez, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On peut pas jouer les multinationales à travers le monde, mettre ses billes à travers le monde et se faire porter en victime, dire oh là 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 là, on est contre les importations, alors que c'est eux qui les ont organisés. Quand on apporte d'un côté des milliers de tonnes de poulets ukrainiens qui détruisent l'élevage familial français, de l'autre côté, les seigneurs agricoles exportent des milliers de tonnes de céréales et de vin qui font leur fortune. Le libre-échange n'est pas une folie. Non, c'est le gouvernement qui applique simplement une politique qui favorise la classe des seigneurs agricoles contre la classe des paysans exploités. Tout ça est calculé, conscient, planifié. Quand l'agriculture familiale subit la concurrence de l'étranger, les gros profitent des accords de libre-échange pour recruter sur leur immense exploitation de la main-d'œuvre étrangère pour les faire travailler 50 à 60 heures par semaine. Du quasi-esclavagisme qui est rendu possible grâce à ces accords, sans qui tout ce système-là s'effondrerait. De même que la PAC, 80% des aides revient seulement à 20% des plus gros agriculteurs, donc en grande partie les seigneurs de l'agriculture perfusés d'argent public. Avec l'argent, ils peuvent investir dans des projets toujours plus démesurés, avec des machines et de nouvelles terres pour augmenter leur rendement, leur production et baisser leurs prix. Les petits, face à la concurrence des seigneurs agricoles et de l'étranger, font faillite et ce sont les gros qui les rachètent via la SAFER corrompue. Quand les paysans exploités passent leur temps à bosser à la ferme, les seigneurs avec leur argent investissent toutes les institutions étatiques, syndicales et agricoles pour faire appliquer leurs programmes à eux qui leur sont profitables à leur intérêt.
Ce système pousse aux faillites, à la non-reprise, au désengagement, à l'exploitation maximale des paysans, et ça au profit seul des seigneurs de l'agriculture, avec leur immense exploitation et leurs grandes entreprises monopolistiques. Et ça, c'est la réalité. Ne croyez pas à la propagande de la FNSEA quand ils disent que juste on marche sur la tête. Non, c'est pas on marche sur la tête, c'est juste qu'il y a une politique menée qui favorise les seigneurs agricoles et qui assassine la paysannerie. L'agriculture française n'est pas en train de mourir comme ils le disent, elle est en train de se transformer. On passe d'un modèle familial à des gros exploitants qui fusionnent avec l'industrie, le transport et la finance pour s'orienter vers le marché mondial, des seigneurs qui ont besoin pour ça de monopoles, de terres et de traités de libre-échange. Et vu qu'une grande partie des agriculteurs vont partir bientôt à la retraite, l'avenir de l'agriculture française va se décider dans les 10 années à venir. La FNSEA fait croire que l'État est hors sol pour dépolitiser la question et éviter de pointer du doigt les vrais responsables, les seigneurs agricoles organisés en mafia. Et c'est cette situation de raquette immonde qui a produit ces derniers événements. L'inflation en France nous met tous dans une immense galère alors que celle-ci est causée juste par l'augmentation des marges des gros industriels et de la distribution. Pour nous, consommateurs, c'est déjà d'immenses sacrifices dont on ne peut pas se sortir. Mais pour les agriculteurs, c'est encore différent. Alors que le prix en magasin a bondi, le prix de rachat des produits des agriculteurs par les intermédiaires a baissé. Et à côté de ça, c'est les charges qui augmentent pour eux. Pétrole, électricité, taxes, prix des aliments, prix des engrais, taux de crédit, etc. L'exploitation des paysans déjà maximale devient alors insupportable. Il ne suffit plus de bosser 90 heures par semaine pour s'en sortir. Maintenant, il est devenu impossible de s'en sortir. Il devient clair que pour l'immense part des agriculteurs aujourd'hui, c'est la lutte ou la mort et ils ont choisi la lutte. L'immense majorité des paysans exploités sont venus armés de leurs tracteurs pour bloquer la France et bientôt organiser le siège de Paris. Quoi que disent les seigneurs agricoles à la tête des syndicats, ils sont là et ils ne vont pas bouger tant que le problème ne sera pas réglé. Et la puissance de la crise pousse les agriculteurs à dépasser les tentatives d'encadrement de la FNSEA qui courent derrière les actions et tentent de dépolitiser la question. Quand les agriculteurs partent sur Paris pour bloquer la capitale, les syndicats suivent le pas pour rester les chefs négociateurs auprès du gouvernement afin d'imposer leurs revendications, c'est-à-dire celles qui arrangent les intérêts de la seigneurie agricole. Et ils espèrent, comme le gouvernement, que les 2-3 concessions qui vont être faites vont convaincre les paysans de rentrer chez eux. Sauf que plus ça va, plus les agriculteurs se rassemblent, parlent, forment des groupes et prennent eux-mêmes des décisions. Et plus ça va, plus les petits cadres locaux de la FNSEA, donc de la FDSEA, eux aussi des petits agriculteurs, vont être critiques de leur direction syndicale et laisser les agriculteurs agir. Le mouvement de lui-même est en train de trier le bon vin contestataire de livret collabo syndical ou non. Le gouvernement, qui ne va pas remettre en question le système, a tenté un coup de com' et c'est raté. Alors face aux agriculteurs, ils vont commencer à envoyer la police. Se prépare alors l'une des plus violentes et féroces luttes physiques entre d'un côté les paysans exploités et de l'autre les CRS. Et si c'est facile de défoncer du gilet jaune, les agriculteurs et leurs tracteurs, ça c'est une toute autre histoire. Et ce tout nouveau rapport de force fait que le gouvernement n'a jamais été aussi menacé et faible qu'il ne le sera lundi. On a donc une opportunité qui est historique, d'autres professions et des gilets jaunes se mobilisent déjà et préparent eux aussi leur lundi de révolte. Et il faut y aller, mais il faut pas que y aller, il faut aussi pointer du doigt les bons responsables et répéter que si on veut comprendre la situation et résoudre les problèmes, il faut prendre conscience qu'il y a en ce moment une lutte entre les seigneurs agricoles et les paysans exploités. Et ce constat permet de poser la bonne question: comment peut-on détruire ces seigneurs de l'agriculture pour reprendre la main sur notre production et nous sortir tous ensemble de cette immense crise dont on paye le prix aujourd'hui? Alors voici quelques propositions de revendications fortes que la FNSEA ne portera jamais. La fin des accords de libre-échange et la sortie de l'Union européenne. Une diversification de la production pour être autosuffisant au niveau national, le surplus part dans les stocks et le trop du stock à l'exportation. Réquisitionner les monopoles de l'agrobusiness, publier leurs comptes, réduire drastiquement leurs marges et puis mettre en place une véritable gestion démocratique de ces entreprises. Imposer un taux de marge maximum pour les grandes surfaces, réquisitionner le crédit agricole et annuler la dette paysanne. Tous les postes d'administration et de direction agricole, que ce soit étatique, syndical ou industriel, doivent être rémunérés au revenu médian des agriculteurs avec interdiction de cumul des mandats.
Limiter la taille maximale d'une exploitation et des investissements pour éviter la formation d'immenses fermes et donc d'une nouvelle classe de seigneurs agricoles. Réquisition de certaines grandes exploitations pour assurer la production tout en contrôlant leur prix de vente pour éviter la concurrence avec le reste de la paysannerie. Redistribution des terres des seigneurs agricoles pour l'extension des petites exploitations et pour les nouvelles installations avec une aide à l'installation. Ce système-là va permettre aux agriculteurs de tirer une beaucoup plus grande marge au niveau de leur vente, ce qui fait qu'ils vont pouvoir vivre de leur production et on va pouvoir arrêter les subventions à l'agriculture. Et puis la formation de masse d'ouvriers agricoles pour permettre aux paysans de baisser leur temps de travail hebdomadaire et partir en vacances, avec des salaires d'ouvriers agricoles élevés, financés s'il le faut en partie par l'État. Ces mesures qui sont à peaufiner, qui sont à détailler, qui sont à contredire, ils ont un objectif, se débarrasser avec un grand coup de balai de la seigneurie agricole, de leur raquette, de leur chantage, de déposséder cette mafia-là et les remettre au champ. Et tout cela afin d'organiser la production nous-mêmes selon nos propres intérêts et décisions pour que l'agriculture française nourrisse la France et assure aux paysans un travail rémunérateur et une vie digne. Alors évidemment, Macron n'acceptera jamais ce genre de revendications, mais c'est pas le but. Le but, c'est faire que nos conversations, nos analyses, nos ambitions se détachent des perspectives morbides de la FNSEA pour aller vers ce genre de revendications fortes. Et si on partage ce genre d'analyse et de propositions, ça veut dire qu'on sera prêt à aller bien plus loin que simplement aller négocier avec Attal. Et c'est pas le moment de manquer d'ambition car on sait qu'en temps de crise économique, de guerre et de corruption, les choses ne vont pas s'arranger d'elles-mêmes à coup de négociations. Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, lorsque ceux d'en bas ne veulent plus et que ceux du milieu basculent vers ceux d'en bas. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer en ce moment en France. C'est donc le moment d'être stratégique et de faire preuve d'initiative. Tout ce que nous pouvons faire, faisons-le et faisons-le maintenant. On ne réglera pas le problème de l'agriculture française sans changer ce système-là, et ça tombe bien, on est des millions en France à vouloir changer ce système-là. Si tu es d'accord avec cette analyse et cet appel, partage cette vidéo au maximum pour faire en sorte que lundi à partir de 14 h, il se passe quelque chose de fort et qui dépasse de très loin les organisations syndicales de la FNSEA et de la JA. Sur ce, amis réfractaires, la semaine prochaine, ça va être sympa.